Bonjour Naïma Germani. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour ce nouvel entretien de la chaire Yves Ultramar. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Nous avons en tout cas hâte d'en apprendre plus sur vos recherches et plus particulièrement sur votre dernier ouvrage que voici, Le droit des exilés, généalogie du droit d'asile au XVIIe siècle, qui est paru l'année dernière aux Presses universitaires de France. Et dans cet ouvrage, vous prenez comme point de départ le flux des réfugiés du début de la période moderne pour retracer la formation du droit d'asile. En Suisse, l'arrivée des réfugiés huguenots et vaudois entre le XVIe et le XVIIe a été un vecteur de prospérité, car les réfugiés ont apporté avec eux un savoir-faire artisanal qui a permis la constitution de manufactures, comme celle du tissu des Indiennes, dont la production a notamment permis à la Confédération helvétique de devenir l'un des principaux pays producteurs de textiles jusqu'au XIXe siècle. Les réfugiés protestants ont aussi apporté avec eux des mets culinaires, comme le cardon, qui est devenu un incontournable des tables genevoises, et aussi l'architecture dite réformée. Et indirectement, et à titre de clin d'œil, ils nous ont aussi apporté des chars de recherche et des moyens pour tourner des vidéos comme celle d'aujourd'hui. Notre principal soutien, M. Yves Ultramar, est en fait... il appartient à une famille protestante italienne qui s'est installée à Genève suite à des persécutions au XVIe siècle, et nous le remercions pour sa générosité. Voilà, pour ainsi dire, nous nous situons en fait dans la continuité, dans le prolongement de l'histoire qui vous intéresse. Mais grâce à vous, nous allons pouvoir en fait approfondir notre compréhension de cette période, et nous allons voir que les persécutions religieuses ont en fait coïncidé avec l'émergence d'une nouvelle conception des droits humains, et plus particulièrement du droit d'asile. Alors avant de nous plonger au cœur de votre ouvrage, je pense qu'il serait opportun d'en apprendre un peu plus sur vous. Vous êtes actuellement professeur d'histoire moderne à l'Université de Grenoble. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre trajectoire intellectuelle et sur votre rapport à la recherche, et nous expliquer aussi quelles méthodes et quelles sources vous employez au quotidien? Merci pour cette présentation qui effectivement donne tout de suite le là à mon travail, puisqu'on pourrait dire qu'en quelque sorte mes réflexions essayent de montrer quelles ont été, pour rebondir sur Yves Ultramar, sur les apports des protestants dans la réflexion sur le droit d'asile. Mais pour en revenir à mon parcours intellectuel, à mon cursus, je me suis spécialisée assez tôt dans l'histoire du Saint-Empire romain germanique. J'avais envie de sortir d'une histoire française telle qu'elle était enseignée, mais avec beaucoup de brio et beaucoup de passion à l'université. Mais j'avais envie d'aller vers le Saint-Empire romain germanique parce que c'était une autre structure politique, une autre façon de penser les rapports de pouvoir. Le Saint-Empire, c'est une mosaïque de territoires qui connaît, c'est aussi le berceau de la réforme protestante, et qui à ce moment-là introduit dans cet aspect très composite des territoires, dans cette construction politique juridictionnelle très complexe, un autre élément de complexité qui est la pluralité religieuse. Et donc je me suis posé la question dans mes premiers travaux, comment dans ce contexte le pouvoir politique était modifié par cette nouvelle pensée religieuse qui était la réforme protestante. Comment les princes protestants allemands avaient recomposé leur propre pouvoir à la lumière du protestantisme. Quels outils ils avaient utilisés. Et non, je m'étais appuyée non seulement sur des textes théoriques, des miroirs du prince, etc., mais aussi sur des images. Donc ça, c'est aussi un point important de ma recherche, c'est que j'ai tout de suite voulu aller vers une recherche interdisciplinaire, vers un dialogue des disciplines. Donc j'ai fait un premier travail qui était entre histoire des idées politiques, disons, et histoire de l'art. Et un peu plus tard, quand j'ai continué à rechercher et à chercher de nouveaux sujets, je me suis intéressée, toujours dans le cadre du Saint-Empire romain germanique, mais aussi dans la Confédération helvétique, qui elle aussi a une structure pluriconfessionnelle, elle aussi est organisée autour d'institutions délibératives qui jouent un rôle fondamental dans la vie politique. Je me suis demandé comment le droit d'asile avait changé de nature entre la fin du Moyen-Âge et le XVIIIe siècle. Donc c'est une histoire qui était cette fois-ci entre l'histoire des migrations et l'histoire du droit. Donc là encore, je suis un peu à la lisière entre deux disciplines.
Donc c'est une première approche qui caractérise mon travail. J'essaie toujours d'être entre deux disciplines et toujours dans ce cadre Saint-Empire romain germanique, Confédération helvétique. Et puis l'autre, si on va un peu plus dans le détail, pour ce travail-ci sur le droit d'asile, je n'ai pas voulu proposer une histoire des idées politiques ou des idées juridiques, comme on l'a fait par ailleurs très bien, comme la font très bien un certain nombre d'historiens du droit, qui font surtout une histoire des textes. Donc ils partent uniquement des textes et créent des généalogies de grands penseurs juridiques, et ils le font avec beaucoup de profondeur. Moi, j'avais envie de voir dans cette transformation du droit d'asile qui, à mon sens, s'opérait au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, comment les acteurs eux-mêmes qui subissaient l'exil, qui vivaient des expériences douloureuses de l'exil, avaient contribué au droit d'asile. Donc je suis allée chercher des sources un peu invisibilisées, hein, pas simplement les sources imprimées, déjà bien connues, alors des grands penseurs comme Grotius, Pufendorf, mais aussi des penseurs moins connus, mais aussi des acteurs complètement oubliés, des hommes et des femmes qui venaient demander refuge à Genève, à Lausanne, dans le Saint-Empire, et qui ont produit des textes, qui ont produit des récits d'exil, qui ont produit des pétitions, des lettres, des suppliques, et qui proposaient aussi à leur manière, avec leurs propres outils, une conception de l'asile et de l'exil. Donc ça a été un peu ma méthodologie pendant toutes ces années de préparation de cet ouvrage, à savoir comment entrecroiser, comment faire résonner des sources assez peu exploitées, un peu invisibilisées, qui sont plutôt dans les archives aujourd'hui, et des sources peut-être plus accessibles, des sources imprimées, qui relèvent de l'histoire des idées, pour montrer qu'au fond, ces deux sources qui sont loin d'être complètement dissociées. On a l'impression qu'il y aurait une histoire savante d'un côté du droit d'asile et de l'autre une histoire des pratiques, mais il me semble que les deux sont intimement liés, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon ouvrage. Pour continuer, nous sommes en ce moment à Genève, hein, ville qui justement se targue d'être une cité-refuge et d'avoir de tout temps accueilli des réfugiés huguenots, protestants. Et la ville revendique par ailleurs cette tradition d'accueil sur son site officiel, et elle rappelle justement qu'entre le XVIe et le XVIIe, elle a fait acte de charité et d'hospitalité en ouvrant grandes ses portes au flux de réfugiés huguenots. Mais lorsqu'on lit votre ouvrage, on est rapidement tenté de relativiser justement l'idée selon laquelle la tradition d'accueil et les actes de solidarité à l'égard des réfugiés seraient en quelque sorte l'émanation d'une empathie intrinsèque aux Genevois ou aux Suisses. Car ce qui ressort de votre recherche, justement, c'est l'idée que l'émergence du droit d'asile est en fait un processus historique qui n'est ni linéaire, ni totalement prévisible, en fait. Et alors, ce qu'il ressort de votre ouvrage, c'est que l'apparition du droit d'asile aurait été en fait rendue possible d'une part par des facteurs politiques, comme par exemple la volonté d'imposer l'uniformité religieuse sur certains royaumes, le déclin du droit ecclésiastique et l'affirmation du pouvoir séculier, mais en même temps il y a aussi ce que vous appelez une transformation en fait, des subjectivités, avec en fait l'apparition d'un nouveau vocabulaire pour désigner le réfugié, et pour en fait en faire une figure honorable, digne d'être secourue. Mais peut-être qu'avant d'entrer dans la transformation du droit, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de contexte et nous expliquer notamment ce qu'il se passe en fait en Europe entre le XVIe et le XVIIe, au moment clé de votre analyse, et nous apporter quelques éléments pour que l'on comprenne mieux pourquoi tant de gens prennent la route de l'Exode et comment ils partent. Oui, alors c'est un contexte qui est assez large, dans le sens où il faut d'abord bien se rappeler qu'à la fin du Moyen-Âge, si on se situe vers la fin du Moyen-Âge, nous sommes dans une Europe majoritairement chrétienne, catholique, et qui pose comme principe politico-religieux l'uniformité du corps politique. Autrement dit, la société, le corps politique, qu'il s'agisse d'une ville, d'un territoire, est conçu comme un corpus Christianum, comme un corps chrétien, sur le modèle du corps du Christ. Alors ce modèle provient en fait d'une citation assez célèbre de Paul dans la première épître aux Corinthiens, qui fait le lien entre le corps du Christ, qui est composé du corps de tous les chrétiens.
Et cette conception du corps politique comme corpus Christianum, comme ensemble de chrétiens voués à la recherche de son propre salut, ne peut pas concevoir l'hétérodoxie, la déviance, toutes les formes de marginalité dans l'ordre de la croyance. Donc les politiques bien avant l'éclosion de la Réforme chassent de manière systématique toute forme de déviance, que ce soit la sorcellerie ou les formes d'hérésie qui apparaissent par exemple au XIVe ou XVe siècle, je pense au hussitisme par exemple en Bohême. Alors, la question se pose d'une double manière. Il s'agit d'assurer le salut commun, bien sûr, et aussi il y a toute une métaphore qui court dès le XVe siècle d'une sorte de santé du corps politique. Le corps politique qui serait corrompu par des hétérodoxies, par des hérésies, devrait être purgé. Il y a donc dès le Moyen-Âge des expulsions régulières, et les plus connues sont celles des Juifs, tout au long du Moyen-Âge. Par exemple, au moment de la Grande Peste, on accuse des années 1340, 1350, on accuse dans plusieurs endroits d'Europe, notamment en Italie, les Juifs d'être responsables de la peste, on les expulse. Donc il y a des politiques d'expulsion sont tout à fait banales en fait au Moyen-Âge et à la fin, au début du XVIe siècle. Or là, le problème, c'est que éclatent deux nouvelles confessions à partir des années 1520 avec le luthéranisme en Allemagne, un peu plus tard le calvinisme en France qui gagne très très rapidement d'autres pays d'Europe, la Confédération helvétique, l'Angleterre, la Pologne, la Hongrie, etc. Et donc soudainement on se trouve face à une multiplicité des églises, une pluralité des confessions et une fragilisation du pouvoir pontifical. Les pouvoirs, alors le pouvoir qu'il soit pontifical ou royal en France ou impérial dans le Saint-Empire romain germanique, n'arrivent plus à imposer l'uniformité à leur sujet. Donc la difficulté qui se pose, c'est comment vivre avec les hérétiques, avec nos voisins hérétiques, qu'on soit catholique ou protestant, on est toujours l'hérétique de l'autre. Donc cette question de comment vivre avec l'autre, avec l'hérétique, devient une question quotidienne et cruciale. Et une des solutions qui est la plus souvent trouvée, c'est, à part les massacres, qui est évidemment la pire des solutions, c'est l'expulsion. On chasse ceux qu'on considère comme hérétiques du territoire. Donc ça commence au début dans les territoires luthériens, les catholiques s'en vont, un peu poussés par la pression générale, mais après ce sont les protestants qui sont massivement chassés par des politiques de coercition. L'idée, tout au long du XVIe et XVIIe siècle, c'est qu'on va soit essayer de convertir les récalcitrants, soit on les chasse. C'est vraiment l'alternative. Il y a bien sûr ensuite un long cheminement pour essayer de voir comment politiquement on peut vivre ensemble, mais l'expulsion reste vraiment la solution systématiquement choisie, alors notamment pendant la guerre de 30 ans, où à la faveur des rapports de force, des troupes catholiques chassent des protestants, ou vice-versa. Mais les politiques de coercition peuvent aussi se dérouler en temps de paix. Et la plus célèbre politique coercitive, c'est celle de Louis XIV en 1685, qui décide, par la révocation de l'édit de Nantes, de chasser les protestants du royaume, ou plutôt précisément, il ferme toutes les églises, il ferme toutes les écoles, et il demande instamment à ses sujets protestants de se convertir. Et il ne leur donne pas la possibilité de partir. C'est ça la différence avec certaines législations du Saint-Empire. Il n'y a pas de droit d'émigrer, de ius emigrandi, comme il y en a eu un dans le Saint-Empire romain germanique. Ils sont censés rester. Seuls les pasteurs ont 15 jours pour partir. Donc l'article 10 rend prisonniers les protestants dans le royaume. Ils n'ont donc qu'une seule solution, c'est de partir de manière clandestine. Donc ils deviennent des clandestins dans leur propre pays. Donc c'est ce contexte-là qui permet de comprendre la mise en place d'une réflexion sur le droit ou pas d'accueillir ces personnes en exil. Alors l'autre point important, parce qu'on a un peu parlé du droit d'asile, que je voudrais rappeler, c'est que le problème, c'est que le droit d'asile, à l'époque moderne, certes existe, mais il a une autre signification, il a une autre histoire. Il est issu du droit antique et du droit médiéval, et le droit médiéval étant dans la prolongation du droit antique.
C'est un droit d'Église principalement, un droit puissant d'Église que l'Église considère comme un de ses grands privilèges, comme un signe de sa potestas, de son pouvoir et de sa liberté, ce qu'elle défend avec beaucoup d'ardeur. Ce droit consistait à des lieux considérés comme des sanctuaires, des monastères, des églises notamment, de protéger, d'accueillir et d'offrir une immunité surtout à un délinquant en fuite. Ça pouvait être donc un débiteur, un pécunieux, un criminel, peu importe. Il avait la possibilité de se réfugier dans un évêché, dans une église, et d'être protégé pour un temps. Donc c'était un lieu qui suspendait la peine. Le droit d'asile était surtout associé au droit pénal. Donc il arrêtait la poursuite judiciaire contre une personne. C'est un droit qui est très discuté, on va peut-être y revenir à l'époque moderne. En tout cas, c'est un droit qui est défendu par l'Église, qui au fur et à mesure des conciles tout au long du Moyen-Âge tente à restreindre l'accès du droit d'asile à une série de criminels. On retire de la liste de ceux qui ont le droit d'être protégés les pillards, les chevaliers, oui justement les chevaliers pillards, ceux qui dévastent les champs la nuit, enfin toute une catégorie de personnes, les pirates. Et donc, certes, la liste se restreint, mais ce droit d'asile demeure un puissant droit d'Église, de plus en plus remis en cause par les juristes, et notamment les juristes qui défendent la souveraineté royale ou princière. La principale mission de notre chaire est d'analyser l'impact des rapports entre religion et politique sur l'évolution des sociétés. Alors si vous le voulez bien, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que vous venez de mentionner. Et est-ce que vous pourriez nous dire si justement le droit d'asile a constitué un espace de lutte entre l'Église et les États à cette époque? Oui, c'est précisément ça. En fait, c'est vraiment un espace et un objet de lutte entre les pouvoirs étatiques, entre le pouvoir temporel du prince en général, et le pouvoir de l'Église. Alors cette tension, elle est très intéressante parce qu'elle se joue autour de l'exercice de la justice. Les juristes qui défendent le pouvoir royal et qui défendent les droits du souverain, les droits de souveraineté, tout se joue autour de la souveraineté. Qui a la souveraineté? Jusqu'où va la souveraineté? Est-ce qu'il y a des espaces qui échappent à la justice du roi? Les églises, précisément, prétendent échapper à la justice du roi dans la mesure où il y a une épaisse législation qui punit tous les violateurs de l'asile. C'est-à-dire, si vous êtes un soldat du roi et que vous entrez dans une église récupérer un criminel, vous êtes considéré comme un violateur de l'asile et donc vous pourriez être puni selon ces règles-là. Donc toutes les tensions au XVIe et au XVIIe siècle, parce que ces querelles continuent, se jouent entre les pouvoirs princiers, royaux, qui cherchent à diminuer et à supprimer ce droit d'asile au nom de l'exercice plein et entier de la justice royale, en disant que ce droit d'asile ecclésiastique était un obstacle à cette justice royale. Donc les tensions se jouent notamment par la promulgation de textes. Alors en France, c'est par exemple en 1512, Louis XII qui promulgue un édit dans ce sens. Son fils François Ier réitère la même chose dans l'édit de Villers-Cotterêts en 1539, en demandant instamment que ce droit d'asile ne soit plus respecté, que les soldats, la justice du roi puisse pénétrer absolument partout. Donc il y a des tensions extrêmement fortes et qui continuent jusqu'au XVIIIe siècle, puisque les canonistes, les défenseurs du droit de l'Église, ne cessent de rappeler ce droit de l'Église à travers des discussions, des débats, dans des très très nombreux traités tout au long du XVIe, XVIIe siècle et même au XVIIIe siècle. Des traités sur le droit d'asile, sur sa restriction ou non, va agiter les plus grands esprits du temps. On pense notamment à Sarpi, qui est un grand canoniste italien qui produit un traité très important sur cette question. Il y a donc une véritable lutte, et ça d'autant plus dans les pays évidemment qui sont passés à la réforme protestante. On pourrait croire que, bon, ma foi, la question est réglée, puisque les biens de l'Église ont été saisis par les princes qui se sont convertis à la réforme protestante. Et théoriquement, le droit canon n'existe plus. En fait, il est repris, réintroduit dans le droit ecclésiastique protestant. Et des débats, c'est ça qui est intéressant, continuent de persister dans le Saint-Empire pour défendre le droit du roi, ou du prince plutôt, et pour lutter contre ce droit d'asile ecclésiastique. Finalement, ce qui permet de voir qu'au fond, cette question du droit d'asile, c'est une question qui
permet de concentrer toutes les aspirations à la souveraineté qu'ont les princes d'empire à cette époque-là. On assiste à ce qu'on appelle une territorialisation, une volonté des princes d'empire les plus importants de concentrer les pouvoirs, de s'emparer de pouvoirs régaliens qu'ils ne possédaient pas forcément, et donc à s'affirmer dans un pouvoir autonome par rapport au pouvoir impérial, par exemple, et par rapport à l'Église. Donc le droit d'asile, c'est un des enjeux de cette territorialisation et de cette volonté d'autonomisation des pouvoirs princiers à cette époque. Donc c'est pas forcément, ça ne semble pas un enjeu fondamental a priori, mais quand même, on voit bien que derrière cela se jouent des questions autour de la souveraineté des États. En lisant votre livre, on réalise aussi que les questions d'asile ont des ramifications historiques profondes, car on peut du coup les rattacher aux premières mesures d'accueil qui ont été mises en place par les différents territoires européens au XVIe et XVIIe, et du coup ça casse un peu l'idée que ça serait né pendant les Lumières. Ça remonte à plus loin que ça. Alors si d'un côté nous devrions nous garder de romantiser l'accueil qui a été prodigué par les différents lieux de protection, notamment en fait parce que l'asile était donné dans l'objectif d'enrichir les territoires ou d'assurer le prestige du prince en partie. Vous nous mettez toutefois en garde dans votre ouvrage face à la tentation de tout réduire en fait à la dimension instrumentale. Car en parallèle des préoccupations d'économie politique qui commencent à éclore dans les États européens, vous soulignez aussi que l'accueil a été petit à petit motivé par des sentiments de pitié et d'empathie sincère, ce qui a en fait valeur de rupture juridique et sociologique. Alors vous nous dites qu'avec la constitution d'une nouvelle grammaire des sentiments moraux, le réfugié va se voir attribuer la figure louable de l'innocent persécuté, non pas à cause de ses crimes, mais en raison de sa loyauté religieuse, raison qui du coup justifie le fait qu'il reçoive une protection spéciale. Et au fil des décennies, l'interaction entre plusieurs groupes d'acteurs, comme les juristes, les spécialistes du droit canon que vous avez mentionnés, les autorités politiques, les princes et les réfugiés, va finir par conduire à la co-construction de ce que vous appelez un droit d'asile compassionnel. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter comment ce droit a émergé en Europe ? Oui, alors c'est la question, si on revient à nos premières remarques sur le droit d'asile tel qu'il était conçu donc, à l'époque moderne comme un droit réservé aux personnes principalement en délicatesse avec la justice, fait valoir une sorte de vide juridique. Quand arrivent des centaines de milliers de personnes persécutées, on a à peu près 150 000 huguenots par exemple qui fuient la France, on a à peu près 50 000 luthériens de Bohême qui fuient les troupes catholiques au moment de la guerre de 30 ans. On a une dernière vague en 1732 des luthériens de Salzbourg. Bref, ce sont vraiment des groupes importants de personnes, ce ne sont pas quelques centaines ou quelques milliers de personnes à protéger. Or, à l'époque moderne, on n'a pas véritablement de droit des étrangers qui soit vraiment établi, ni vraiment de réflexion sur le droit des personnes persécutées. Donc, les juristes et en même temps les acteurs de l'exil sont obligés de réfléchir pour trouver des solutions pour l'accueil. Cet accueil, évidemment, dans un premier temps, il se fait de manière très pratique, très immédiate, très urgente. On offre la charité aux différents requérants et requérantes. Mais très rapidement, on voit bien que cela ne suffit pas. Et donc, il y a dans la construction de ce droit des exilés ou droit d'asile compassionnel, on a plusieurs étapes. On a d'abord, on voit dans un premier temps, au XVIe, au début du XVIIe siècle, au fond, des exilés qui doivent tout seuls trouver des solutions. C'est-à-dire que les villes ou les territoires traitent les cas au cas par cas. Les pasteurs ont leur propre réseau et se débrouillent avec leurs collègues, les marchands font de même, ont des lettres ou des réseaux dans d'autres villes qui leur permettent de s'installer quelque part. Mais progressivement émergent quand même des législations qui sont accordées à un groupe entier. Alors ça existe déjà dès la fin du XVIe siècle en Allemagne pour de toutes petites principautés qui accueillent quelques milliers, par exemple, de Wallons dans certaines principautés allemandes. Notamment dans le Palatinat, dans les années 1562, qui crée de vraies colonies pour accueillir les huguenots persécutés
pendant les guerres de religion. Mais finalement, cette idée d'une législation, de droits spécifiques, de privilèges spécifiques offerts à un groupe entier se propage et se diffuse au XVIIe siècle. On le trouve en Angleterre avec l'édit de Hampton Court en 1681, l'édit de Potsdam en 1685, qui est suivi par d'autres édits dans le Saint-Empire, offre des législations diverses, avec effectivement cet argument de l'utilité des migrants confessionnels qui arrivent, leurs activités économiques, leurs capitaux éventuels, mais quand même, il y a dans certains édits, notamment dans le plus célèbre édit de Potsdam, des préambules qui expliquent qu'avant tout, ce sont des sentiments de compassion, de commisération qui ont poussé le prince à agir. Alors, ces sentiments de compassion sont très importants parce qu'ils font écho à deux choses. D'une part, ils font écho au fait que les groupes d'exilés, et notamment les groupes huguenots, se sont organisés très vite parce qu'ils ont cette longue expérience de la persécution, parce qu'ils ont cette organisation synodale de leurs églises. Ils se sont organisés en groupes et ils ont choisi des représentants, ce qu'on appelle dans la Confédération helvétique le comité français de Lausanne, qui est réuni à Lausanne et qui réunit au fond des spécialistes de la parole, des avocats, des pasteurs, des aristocrates, qui envoient en délégation des personnes afin de défendre le cas des protestants persécutés auprès du roi du Danemark, des différentes principautés, et qui demandent un certain nombre de droits en faisant valoir les souffrances de leurs coreligionnaires. Donc il y a une réflexion en amont sur comment représente-t-on les souffrances d'autrui, comment le vocabulaire, comment le langage de la souffrance est capable de mettre en action une décision politique. Comment faire agir, comment faire en sorte que les souffrances se transforment en actes politiques. Donc c'est une réflexion extrêmement intéressante qui se développe et qui donc se retrouve en écho dans les préambules de ces édits de privilèges accordés aux protestants. Alors ce vocabulaire de la souffrance, bien sûr, il a été utilisé dans des milliers de lettres et de suppliques qui avaient été envoyées par ces protestants, quels qu'ils soient, luthériens de Hongrie, de Bohême ou autres, à des autorités urbaines. Mais là, le comité français de Lausanne systématise cette réflexion, fait usage aussi de très très nombreux sermons qui sont aussi imprimés, des sermons prononcés par des pasteurs en exil, les pasteurs français, mais on retrouve la même chose en Allemagne, et qui prennent l'asile et l'exil comme thème de leurs sermons, en concentrant un certain nombre d'exemples bibliques qui, bien sûr, permettent à l'Assemblée de compatir, de trouver écho, de penser sa propre situation, mais ça donne aussi des outils conceptuels pour proposer un modèle aussi de l'exilé. Parce que toute la question qui se pose dans l'accueil et dans la question de la compassion, c'est comment se distinguer des autres, de ceux des autres migrants, ceux qui seraient peut-être considérés comme des vagabonds, voire des sans-aveu, ce que Giacomo Todeschini appelle les sans-noms, comment se distinguer de la foule des sans-noms, et comment créer un statut qui jusqu'alors n'existe pas juridiquement. L'exilé, ce n'est pas un statut juridique qui existe. Donc on crée un statut au moins moral ou politico-moral de cette figure de l'exilé qui émerge de manière assez massive. Donc les exilés eux-mêmes travaillent avec beaucoup de zèle et beaucoup d'intelligence à créer ce statut en s'appuyant un petit peu sur la culture juridique savante, mais ils n'y ont pas forcément accès. Mais ils ont une autre forme de culture juridique, une culture un peu infrajuridique, qui au fond est une culture biblique. Et donc c'est ça aussi qui m'a intéressée, c'est de voir que la culture juridique n'est pas forcément celle des textes qui s'accumulent dans les bibliothèques, qui circulent entre les universités. Les acteurs eux-mêmes disposent d'une culture juridique, mais qui a un substrat biblique. La justice biblique, la justice dans la Bible étant la justice divine, mais qui peut s'incarner sur terre, c'est ça une des réclamations. Elle peut devenir une justice temporelle si le prince la met en œuvre. Donc il y a une mise en commun
d'éléments d'une culture biblique qui, au fond, servent à une réflexion juridique sur le statut des exilés tout au long du XVIIe siècle. Donc ça a été un point très important que j'ai essayé de faire émerger. Et dans cette culture biblique, évidemment, les pasteurs jouent un rôle considérable, hein, puisqu'ils produisent beaucoup de sermons. On va écouter ces sermons à l'Église. Non seulement les exilés eux-mêmes, mais aussi ceux qui les accueillent vont écouter ces sermons. Et parmi ceux qui les écoutent, il y a peut-être aussi des juristes qui les ont écoutés, en tout cas, ou qui les ont lus, puisque ces sermons sont imprimés. Et la deuxième chose que j'ai repérée, et qui, à mon avis, est dans une continuité avec cette production de récits, de sermons et de suppliques, c'est que cet exil devient aussi un objet du droit, un objet de réflexion pour les juristes eux-mêmes. Ça a été une découverte pendant mes recherches au cours de la période, la seconde moitié du XVIIe siècle surtout. On note de plus en plus l'émergence du thème de l'exil et de l'asile dans les dissertations juridiques qui sont produites en Allemagne. Uniquement, jusqu'à présent, je n'en ai pas trouvé dans les universités catholiques, uniquement dans les universités protestantes et même, je dirais, plutôt à tendance calviniste. Mais ça, il faudrait encore que j'éclaircisse ce point. Mais il me semble que c'est plutôt majoritairement calviniste. Donc ces juristes calvinistes produisent des thèses comme nous aujourd'hui, quand nous sommes à l'université et que nous avons envie de poursuivre des recherches, nous produisons un doctorat. Eh bien, eux choisissent comme sujet de thèse des thèmes relatifs à l'exil. Et ils s'en saisissent pour penser, ils le disent très explicitement, la situation actuelle à laquelle ils sont confrontés, à savoir de nombreux exilés qui sont présents dans les territoires, dans leurs villes, dans leurs universités. Alors, ils n'emploient pas, ils ne vont pas spontanément, et ça c'est très parlant et très significatif, vers le droit d'asile, ils n'en parlent absolument pas. Vraiment, le mot asile même n'apparaît à peine ou pas du tout. Ils choisissent le terme exil et droit des exilés. Et ce mot droit des exilés, ils ne l'inventent pas, ils l'ont trouvé dans le droit romain, qui était un droit évidemment qui avait connu une renaissance considérable dans le Saint-Empire et dans toute l'Europe. Hein, il y a une reviviscence du droit romain. Le droit romain avait effectivement produit un droit d'exil, plus qu'un droit des exilés, un ius exulum, qui avait connu une histoire assez complexe. C'est-à-dire qu'au départ, le droit d'exil sous la République, c'est pas vraiment un droit, c'est plus la possibilité pour un justiciable d'échapper à sa peine en partant de Rome. Donc il perd ses droits de citoyenneté, mais il échappe à sa peine. Et puis progressivement sous l'Empire, le droit d'exil, qu'on appelle plus spécifiquement la relégation ou la déportation, relégation-déportation, devient une véritable peine judiciaire. C'est vraiment vous êtes condamné à l'exil et si vous rentrez, vous risquez la peine de mort. Donc c'est vraiment une peine judiciaire en pleine et entière. Alors, ce modèle-là existe, mais effectivement, il n'a rien à voir avec le cas des exilés tel qu'il se développe au XVIIe siècle. Et l'astuce, l'habileté des juristes du XVIIe siècle, c'est de tordre, de lui donner un nouveau sens. Ils vont écrire, certes, le droit d'exil peut être une peine judiciaire, c'est le cas du bannissement, qui existe bien sûr dans l'Empire, et ça, ils le reconnaissent pleinement, mais ils lui ajoutent une sous-catégorie qu'ils appellent l'exil misérable. Alors, l'exil blâmable, c'est l'exil qui touche les criminels ou les délinquants, mais l'exil misérable, eh bien, c'est l'exil des personnes persécutées pour des raisons politiques ou religieuses. Et ils inventent ainsi cette nouvelle catégorie qui, au fond, correspond aujourd'hui au droit d'asile tel qu'on le connaît. Mais ils ne peuvent pas l'appeler droit d'asile parce que, justement, le droit d'asile est pour les criminels et les délinquants. Donc, c'est ainsi que se transforme ce droit des exilés sous l'effet de juristes allemands qu'on a complètement oubliés, dont la trace s'est perdue parce que c'était des étudiants en thèse qui sont ensuite devenus des jurisconsultes, qui ont travaillé dans des cours. Mais néanmoins, ils ont quand même accumulé plusieurs strates de travaux. Ils ont intégré dans ces travaux des réflexions juridiques plus récentes, qui étaient le Iusgentum, dont je n'ai pas parlé, mais je vais en dire un mot, le droit des gens tel qu'il s'était développé au début du XVIIe siècle avec Hugo Grotius ou Pufendorf, qui avaient
esquissé une réflexion, mais de manière extrêmement furtive, extrêmement limitée, sur le droit d'asile, le droit de recevoir les exilés. Les juristes allemands, eux, en font des livres entiers. Ils y consacrent des traités entiers. Donc, en s'appuyant sur le droit romain et en s'appuyant sur ce qu'on appelait le droit des gens, c'est-à-dire notre actuel droit international, qui était en pleine explosion au XVIIe siècle, notamment dans le Saint-Empire. La première chaire du droit des gens, c'est en Heidelberg, et c'est Pufendorf qui occupe cette chaire. Et ce n'est pas un hasard, parce que Heidelberg, c'est un haut lieu d'accueil des exilés juifs, protestants. Et donc, il y a là une coïncidence très forte entre des juristes allemands qui voient des problèmes concrets et qui essayent de retravailler la matière du droit qu'ils ont à leur disposition, donc le droit romain, des exemples bibliques, des pères de l'Église aussi, parfois assez glissent, et aussi le droit des gens, qu'ils connaissent très bien, puisqu'ils discutent assez longuement Grotius et Pufendorf principalement. Donc, les exilés font aussi preuve d'une certaine agentivité, dans la mesure où ils prennent la parole, ils écrivent des lettres, ils pétitionnent et ils racontent aussi leur histoire. Ça, c'est un aspect assez frappant aussi pendant cette période, et ce qui fait aussi la richesse du XVIIe siècle, c'est que les exilés ont beaucoup rédigé des récits d'exil, des récits de fuite notamment. Les protestants français l'ont fait de manière assez systématique. Certains de ces récits étaient destinés à rester dans le cercle familial, mais d'autres récits ont été publiés assez rapidement après la révocation de l'édit de Nantes, et ils racontent ce qui fait l'exilé, ce qui transforme une personne en exilé, à savoir la fuite et la traversée clandestine des frontières, qui mobilise un certain nombre d'émotions violentes, la peur notamment d'être démasqué, la nécessité de dissimuler son identité, les stratégies justement pour dissimuler son identité, qui requièrent une certaine science de la survie qui doit soudainement être mobilisée au moment de la fuite. Donc cette expérience-là qui est racontée, qui est ensuite racontée à l'arrivée, quand dans les pays d'accueil, ils sont obligés de raconter leur expérience pour être réintégrés dans la communauté réformée, car la plupart ont été forcés d'abjurer leur foi, donc ils arrivent en tant que catholiques. Ce récit et ces récits publiés font partie des nombreuses actions qui permettent aussi aux sociétés d'accueil de se représenter ce que c'est qu'un exilé et quelles sont ses souffrances. Et ces souffrances-là sont présentées en termes de sacrifices, parce qu'ils ont évidemment tout laissé derrière eux, leurs biens, leurs liens sociaux, parentaux, etc., au nom de la foi. Donc il y a là véritablement la mise en scène d'un sacrifice presque de soi, en tout cas d'une partie de soi, de sa vie sociale, au nom de la foi, qui en font une caractéristique, une sorte de critère de sélection par rapport aux autres migrants et autres personnes mobiles qui se présentent aux portes des villes d'accueil. Donc ça, c'est une des formes effectivement de mobilisation de l'agentivité des exilés. Nous pouvons alors peut-être finir cet entretien avec un petit parallèle sur la société contemporaine. Dans l'introduction de votre ouvrage, vous écrivez que la société actuelle ferait preuve d'amnésie lorsqu'elle considère que ce qu'on appelle parfois la crise des réfugiés serait une anomalie ou une exception historique. Mais en fait, si on regarde votre ouvrage ou qu'on se penche sur certaines historiographies, on remarque qu'en fait la migration c'est un phénomène social qui est une constante, qui a des ramifications profondes. Et si on se penche sur les chiffres absolus, on se rend aussi compte qu'en réalité, le 19e siècle mériterait plus qu'on le qualifie de siècle des migrations que le siècle actuel. Et pour faire un petit clin d'œil à quelqu'un de la maison, l'anthropologue Alessandro Mensuti, qui travaille à l'IHEID, nous dit que le réfugié serait devenu une figure anormale dès lors qu'émerge
l'État-nation au XIXe siècle, parce que le réfugié va devenir en fait une exception à l'exercice de la souveraineté étatique. Comme le réfugié est en vertu du droit d'asile celui qu'on ne peut refouler et qu'on doit accueillir, il limitait l'État dans sa capacité à définir le droit d'entrée sur son sol. Alors pour y remédier, les réfugiés ont été progressivement classifiés selon leur degré de légitimité à solliciter l'accueil, et on va voir l'apparition de figures migratoires dites illégitimes comme le faux réfugié ou le migrant économique, qui d'une certaine manière reflètent la volonté de l'État de reprendre en main sa frontière. Et pour en venir à votre livre, vous nous dites qu'en fait, au XVIe siècle déjà, il y avait déjà l'utilisation, le recours de classification sociale, l'utilisation des registres, qui permettaient en fait de classifier les bons réfugiés des mauvais réfugiés, et pour justement conditionner l'hospitalité et la charité. Alors selon vous, quels seraient les enseignements que nous pourrions tirer de l'histoire moderne pour affronter, pour faire face au flux des réfugiés contemporains ? Alors il me semble que déjà l'histoire, alors pas simplement l'histoire moderne, mais revenir à l'histoire permet justement de réhistoriciser un débat qui tend à déshistoriciser le problème des migrations, si tant est que les migrations soient un problème. En tout cas, elles sont présentées comme un problème. Donc la première chose, effectivement, c'est de la longue durée que permet l'époque moderne, permet de voir que ces questions, enfin, des questions assez semblables, avec bien sûr un contexte différent, des acteurs différents, mais des questions assez semblables se posaient à l'époque moderne comme elles se posent aujourd'hui, et que les réponses proposées ont été assez diverses, mais en tout cas, replonger dans la profondeur historique permet de cesser de penser cette situation comme exceptionnelle, dangereuse, menaçante, alors qu'effectivement, comme vous le dites, on est dans la continuité, en fait, d'une longue continuité de migration depuis, même avant même l'époque moderne, même s'il y a une accélération à l'époque moderne en termes en tout cas de chiffres, semble-t-il. Donc l'histoire permettrait déjà de montrer cela. Et il me semble, comme vous l'avez bien noté, que la question des classifications entre les bons et les mauvais réfugiés, des critères moraux qui en sont attendus, des formes de récits qui sont attendus aussi, comme aujourd'hui on sait par exemple l'OFPRA attend avant pour accorder ou pas le statut de réfugié à une personne, ce qu'elle dit de son histoire, c'est-à-dire qu'il y a des récits, des attentes du récit dans les démarches administratives même aujourd'hui qui existent. Et donc le fait que ces attentes-là ont une longue histoire permettrait aussi peut-être de déconstruire un petit peu ces attentes elles-mêmes et de voir un peu les sous-bassements moraux qui se trouvent dans ces catégorisations des bons et mauvais réfugiés. La deuxième chose, c'est que ces catégorisations, elles sont le produit d'un certain nombre d'acteurs. Alors, à l'époque moderne, c'était par exemple les diacres qui recevaient dans les organismes charitables les réfugiés, qui triaient en fait, donc accueillaient. L'accueil allait de pair avec un tri, hein, de toute évidence. Et il me semble que l'action charitable montre ainsi à quel point elle réitère une situation d'asymétrie avec les exilés. Hein. Ce qui caractérise la situation des exilés avec les sociétés d'accueil, c'est l'asymétrie. Ce sont des rapports profondément inégalitaires, mais qui sont de toute façon les rapports de la société d'Ancien Régime, où c'est une société qui est structurellement inégalitaire. Le discours politique, religieux justifie cette inégalité, donc c'est quelque chose qui est parfaitement admis. Mais ce qui est intéressant, ce serait de voir peut-être qu'au fond, aujourd'hui, cette asymétrie, elle est redoublée aussi dans les formes de l'accueil, et que les formes aussi charitables de l'accueil peuvent être doublées de rapports de pouvoir qu'il faudrait mettre à jour, hein, pour en avoir conscience. Donc ça, c'est peut-être une des leçons de l'histoire moderne. Pour l'autre leçon aussi, peut-être pour le droit des exilés et le droit d'asile actuel et les attaques qu'il subit aujourd'hui, ça serait
justement de voir d'où il vient et quelle est sa structure fondamentale. Emer de Vattel, qui est un grand juriste neuchâtelois du XVIIIe siècle, qui a aussi réfléchi à ces questions de droit des exilés, de droit d'asile, dit que c'est un droit imparfait. C'est un droit imparfait parce que d'un côté c'est un droit nécessaire, commun à l'humanité. On devrait, selon les lois de l'humanité et des règles de la nature, accueillir toute personne persécutée. Mais c'est un droit imparfait parce qu'il est soumis aux aléas politiques, à la bonne volonté du prince qui accueille ou pas. Ce qui rejoint un peu la question de la souveraineté. Alors c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'à l'époque moderne, accorder des privilèges d'accueil, c'est plutôt une forme, un signe de la souveraineté, non pas une forme de sa restriction, c'est au contraire une forme d'expression de sa souveraineté. Alors là, ce droit imparfait, il est encore aujourd'hui parce que on voit bien qu'il dépend effectivement des aléas, etc. Et on pourrait se dire, bon, ces juristes du XVIIe siècle qui défendent un droit des exilés fondé sur la pitié, la commisération, sur l'empathie, sur la capacité à se mettre à la place d'autrui, après tout pourrait être un droit tout à fait recommandable, pourrait être un modèle, mais ça rend aussi ce droit extrêmement fragile, puisque à partir du moment où cette empathie n'est pas universelle, et de fait elle ne l'est pas, eh bien c'est un droit qui vole en éclats et qui s'effrite, y compris à la fin du XVIIe siècle dans certaines situations. Donc un droit des exilés qui se fonderait que sur des sentiments moraux tels que le proposent ces juristes de la fin du XVIIe siècle, qui malgré tout introduisent cette idée d'identité, identification à l'autre, qui est une idée qui permet de voir que notre vie humaine est similaire, que nous disposons des mêmes droits, y compris en exil, une idée qui aboutit au fond à terme à l'idée des droits humains, des droits de l'homme. Malgré tout, est assez complexe aujourd'hui parce qu'elle part quand même de l'idée que c'est l'État qui décide. Or, peut-être le point qu'on pourrait reprendre aujourd'hui à notre époque, c'est l'expression droit des exilés en partant de l'idée que c'est un droit qui viendrait des exilés eux-mêmes, de l'expérience des exilés eux-mêmes, et non pas une décision de l'État lui-même. Donc, un droit qui partirait de la vie, des récits, des demandes, des requêtes des exilés, et qui se construirait ainsi. Non pas un droit du souverain ou de l'État souverain, mais un droit qui pourrait peut-être tenir compte aussi de l'expérience, qui est une expérience aussi juridique, des exilés aujourd'hui.